Lorsque nous pensons aux puissances coloniales européennes, les premiers noms qui nous viennent à l'esprit sont ceux de l'Espagne, de la Grande-Bretagne et de la France. Les Pays-Bas et la Belgique sont également connus de la plupart des gens. Mais on oublie souvent les activités coloniales d'un duché insignifiant entre les grandes puissances. Il s'agit bien sûr du Luxembourg. Bien que ce petit État soit souvent négligé dans les contextes géopolitiques, il a été impliqué de manière inhabituelle dans le colonialisme. Non seulement les Luxembourgeois sont partis à la recherche de leur propre colonie, mais ils ont aussi profité massivement de l'oppression en Afrique et ont joué un rôle important dans le maintien de la colonie la plus brutale d'Afrique, le Congo belge. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous penchons donc sur l'histoire coloniale oubliée du Luxembourg. Pourquoi les Luxembourgeois se sont-ils lancés dans les affaires coloniales? Quelles étaient les ambitions du Luxembourg? Et pourquoi a-t-il joué un rôle si important au Congo belge? Commençons par le commencement. Après avoir été plus ou moins sous la domination française jusqu'aux guerres napoléoniennes, le Luxembourg a changé avec le Congrès de Vienne en 1815. Bien qu'il ait obtenu son indépendance en tant que grand-duché sous l'union personnelle avec le Royaume des Pays-Bas, il est devenu en même temps membre de la Confédération allemande nouvellement créée. Ce double rôle a conduit à une situation politique unique, dans laquelle le Luxembourg était à la fois lié aux Pays-Bas et à la Confédération allemande. D'un autre côté, le pays jouissait d'une grande autonomie, après une longue période. La Révolution belge de 1830 et l'indépendance de la Belgique qui s'en est suivie ont ensuite entraîné d'autres changements. Le Luxembourg a été divisé. La plus grande partie francophone a rejoint la Belgique, tandis que la partie germanophone restante a continué à faire partie de la Confédération allemande et a maintenu une union personnelle avec les Pays-Bas. Ce n'est qu'en 1867, après la crise luxembourgeoise où la Prusse et la France négociaient le statut du Luxembourg, que l'indépendance totale et la neutralité du Luxembourg ont été inscrites dans le traité de Londres. Cela a marqué le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Luxembourg, où le pays s'est libéré de l'ingérence étrangère et est devenu lui-même actif sur la scène internationale. Et c'est précisément à cette époque que la colonisation massive de l'Afrique a eu lieu. Comme une grande partie du Luxembourg a été absorbée par la Belgique, les deux pays ont continué à entretenir des liens étroits. Il n'est donc pas surprenant que le Luxembourg ait participé massivement au plan de colonisation de la Belgique. Le roi belge Léopold II était l'un des plus fervents partisans de la colonisation. Et la conférence de Berlin en 1885 lui a donné le coup d'envoi de son expansion en Afrique. En effet, en Afrique centrale, dans ce qui est aujourd'hui le Congo, les grandes puissances européennes ont créé un immense territoire comme tampon entre leurs propres intérêts. Et le roi belge l'a obtenu comme propriété privée. Et pour comprendre l'ampleur de la situation, il faut se pencher sur les chiffres. Alors que la Belgique avait, comme aujourd'hui, une superficie d'environ 30 000 km², le territoire du Congo de Léopold s'étendait sur plus de 2,3 millions de km². La colonie était donc environ 80 fois plus grande que la Belgique elle-même. Et comme il voulait transformer tout le pays en une soi-disant colonie modèle, il était clair qu'il aurait besoin d'aide. Et c'est là que les Luxembourgeois sont intervenus. Non seulement le Luxembourg offrait un soutien militaire supplémentaire et du capital humain, mais il y avait aussi une opportunité économique qui profiterait aux deux parties. Les investisseurs luxembourgeois ont donc été les premiers à investir dans le développement de la colonie modèle, soutenant ainsi massivement la machine d'oppression au Congo. Car la colonie du Congo sous Léopold II allait devenir, au cours des décennies suivantes, la colonie la plus brutale de tout le continent. Les estimations vont de 10 à 15 millions de morts pendant la période de colonisation belge. Car le roi Léopold II était invariablement intéressé par les énormes richesses du Congo, en particulier par les ressources naturelles, comme l'ivoire et le caoutchouc. Le boom mondial de la demande de caoutchouc
poussé par la révolution industrielle et le développement de produits tels que les pneus de voiture et les câbles électriques isolés, a entraîné une exploitation impitoyable de ses ressources. Pour atteindre une rentabilité maximale, la population locale a été forcée de travailler dans des conditions extrêmement brutales. Un système tristement célèbre de punition et d'intimidation a été mis en place, y compris l'amputation des mains comme punition pour ne pas atteindre les quotas. Cela a conduit à des atrocités généralisées et à des taux de mortalité élevés. Et plusieurs Luxembourgeois ont occupé des postes clés pendant toute la durée de l'État libre du Congo et du Congo belge. Parmi eux, des généraux de haut rang qui ont fait carrière dans l'armée et le corps expéditionnaire belge, mais aussi des ingénieurs et des nababs de l'économie qui ont participé à la mise en place et au maintien de ce système brutal. Mais ce ne sont pas seulement des acteurs individuels qui ont participé à la colonisation, mais aussi l'État luxembourgeois dans son ensemble. À la fin du XIXe siècle, plusieurs associations coloniales subventionnées par l'État ont ainsi vu le jour. Parmi elles, le Cercle colonial luxembourgeois et l'Alliance coloniale Luxembourg-Outre-mer. Et par le biais de la propagande coloniale, l'État encourageait ses citoyens à participer à la colonisation. Des milliers de Luxembourgeois sont alors partis à l'étranger. Après coup, on dit que l'État luxembourgeois a nourri ses propres ambitions coloniales. Mais cela semblait rapidement voué à l'échec. Le Luxembourg avait tout simplement une population trop petite pour exercer une domination sur d'autres États. Et en raison du manque d'accès à la mer, on dépendait toujours des autres puissances coloniales. Ainsi, malgré l'émigration de nombreux Luxembourgeois vers le Congo, il n'y a pas eu de scission d'une petite colonie luxembourgeoise. Aussi, parce qu'il était clair que Léopold II ne céderait pas un centimètre de sa propriété. Mais les intérêts coloniaux du Luxembourg ne se limitaient pas au Congo. Ils avaient aussi leur mot à dire dans d'autres colonies. Plus d'1 millier de mercenaires luxembourgeois ont combattu pour l'armée coloniale néerlandaise en Indonésie. Des missionnaires et des religieuses luxembourgeoises étaient actifs sur tous les continents. Une véritable école coloniale se trouvait à Marienthal. Plus tard, les représentants de l'État luxembourgeois ont également entretenu des relations étroites avec d'autres régimes coloniaux injustes, comme le régime d'apartheid sud-africain ou l'Estado Novo portugais, qui a été le dernier à abandonner ses colonies dans les années 70. Et des politiciens, des religieux, des officiers et des investisseurs luxembourgeois ont également fait carrière dans des colonies françaises, espagnoles et britanniques, ou possédaient leurs propres plantations en Afrique, en Amérique ou en Asie. Mais l'activité principale est restée au Congo. Et ce, même après que Léopold II ait dû céder sa colonie privée et qu'elle soit tombée entre les mains de l'État belge. En effet, à partir de 1900, des missionnaires et d'anciens employés ont commencé à raconter les atrocités qui se déroulaient dans la colonie de Léopold, à l'écart du monde. Cela a provoqué une indignation mondiale et a même choqué les autres puissances coloniales, bien que celles-ci n'aient bien sûr pas été tendres avec leurs propres colonies. L'État libre du Congo a donc été transféré à l'État belge en 1908 et a été rebaptisé Congo belge, inaugurant ainsi une administration coloniale un peu atténuée, mais toujours problématique. Les Luxembourgeois collaboraient désormais directement avec l'État belge afin de maintenir l'exploitation de la colonie, car économiquement, elle était extrêmement rentable. Plusieurs entreprises luxembourgeoises étaient impliquées dans l'importation de matières premières comme le caoutchouc et l'ivoire, qui étaient ensuite soit transformés localement, soit revendus en Allemagne, en France et dans d'autres pays voisins. Le commerce de produits coloniaux a également conduit à la diversification économique du Luxembourg, en particulier à une époque où le pays essayait d'élargir sa base industrielle au-delà de l'industrie de l'acier. Il a donc également jeté les bases de l'emploi élevé et de la croissance économique. Pendant longtemps, le Luxembourg s'est caché de ses implications coloniales. La devise était que le Luxembourg n'était pas une puissance coloniale officielle
et qu'il n'avait jamais eu de colonie formelle. Mais comme nous l'avons vu aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Bien que le Luxembourg n'ait pas été une puissance coloniale au sens traditionnel du terme, la participation militaire, politique et économique à plusieurs colonies montre que même les petits États étaient intégrés dans le réseau mondial du colonialisme. Et pas seulement en tant qu'observateur, qui a profité à certains endroits, mais en tant que contributeur actif. Le Luxembourg a participé au projet colonial de manière significative, au niveau officiel et individuel, l'a soutenu et en a tiré des avantages économiques. Et c'est ainsi que nous avons vu aujourd'hui une histoire coloniale un peu différente.